Mais bon après-midi à tous une nouvelle fois, bienvenue dans cette serre. Et sans vous faire attendre davantage, Nathalie va se présenter, donc elle nous vient tout droit de Meaux. Vous avez peut-être lu ou entendu parler de nombreux ouvrages, notamment coécrits avec Nicolas Gauret sur la psychologie du haut potentiel. Et donc elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici avec nous cet après-midi. Et je vous laisse une bonne heure à écouter cette conférence sur l'hypersensibilité. Alors on va vous parler d'hypersensibilité. Alors on verra si on parle d'hypersensibilité ou de haute sensibilité, ça on en discutera un petit peu tout à l'heure. Moi c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai écrit des livres pour ceux qui me connaissent ou qui m'ont déjà lu. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Nathalie Claubert, je suis psychologue. Je suis psychologue clinicienne de mon exercice, c'est-à-dire que je reçois des gens en consultation et puis je les aide à aller mieux. Donc je fais des psychothérapies, des accompagnements psychologiques, individuels essentiellement. Et je travaille à Meaux, en Seine-et-Marne, effectivement, je viens de là-haut, où il ne fait pas tellement plus chaud qu'ici, là-haut. Et j'exerce maintenant en cabinet libéral essentiellement, je fais aussi des formations, je suis formatrice, je suis auteure de plusieurs ouvrages. J'ai longtemps travaillé en hôpital, en centre hospitalier, et j'ai un parcours un petit peu atypique, comme peut-être certaines personnes aussi ici. Je sais que quand on est chez médecin, voilà, il y a pas mal de gens qui se reconnaissent aussi dans des profils ou des parcours un peu atypiques. J'ai fait des classes prépa avant, je suis philosophe de formation, donc j'ai enseigné la philo, voilà, des classes de terminale aussi en cours particulier. Donc j'ai ce regard-là aussi, pas que de la psycho, mais aussi le regard de la philosophe sur différentes choses, sur des concepts qu'on va aborder aussi ensemble. Donc ça c'est pour ma présentation, et là je vous ai mis le livre, c'est ma Bible de l'hypersensibilité, c'est l'ouvrage le plus complet pour l'instant sur l'hypersensibilité qui a été, que j'ai en tout cas écrit. Il y en a un autre qui est en préparation, mais ce ne sera pas pour tout de suite, il faudra attendre 1 an ou 2 avant qu'il sorte. Voilà, il y en a d'autres qui connaissent peut-être un petit peu mieux ce que j'ai fait sur le haut potentiel, donc psychologie du haut potentiel notamment, qui est un gros ouvrage qu'on a co-dirigé avec Nicolas Gauret sur le haut potentiel. Il y a 48 auteurs participants. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir bien sûr, parce qu'il y a plein de gens formidables dedans, et je ne dis pas ça parce que je l'ai dirigé. Vraiment, il y a des gens chouettes qui ont participé à l'écriture et qui méritent d'être découverts. Alors, mais là, le sujet, on pourra parler des rapports entre, je vous invite, si vous avez des questions là-dessus, de parler sur les rapports entre haut potentiel et haute sensibilité, ou hypersensibilité. La conférence là, elle va vraiment être centrée sur l'hypersensibilité proprement dite. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais en question, on aura vraiment un bon temps ensemble ensuite. N'hésitez pas à me solliciter sur ces questions-là ensuite. Okay. Alors, et j'ai envie de vous faire participer, pour réchauffer un peu l'atmosphère aussi de la salle, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Parce que c'est un thème qui est très à la mode, un peu comme le HPI, presque un peu plus même, à l'heure actuelle. On entend plein de choses dessus. Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Ou est-ce que vous auriez un mot, voilà, pour me dire ce que c'est que l'hypersensibilité? Et je vous laisse participer. Voilà, est-ce que quelqu'un veut se lancer, briser un peu la glace? Non, je déconne avec la glace. Une surréaction à des stimuli externes. Surréaction et des stimuli externes, ouais, on a déjà là quelque chose d'un peu plus spécifique, ouais, merci. On voit les lecteurs, ceux qui ont déjà plongé un peu leur nez dans le sujet. Si on prend le terme hyper, on est au-dessus de la sensibilité, donc il y a forcément un décalage par rapport à un point central. Si on prend une référence en moyenne, on est au-dessus de cette référence, sinon on ne parlerait pas d'hyper, mais juste de la sensibilité. Ouais, la notion d'hyper, ça a une connotation un petit peu de au-dessus, presque de trop, on pourrait dire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait participer juste, et puis après c'est le cerveau qui ne sait pas trier ce qu'il reçoit et restitue tout. Un cerveau qui ne sait pas trier ce qu'il reçoit, donc l'idée d'un soubassement un peu neurologique, c'est ça? Ouais, ok. C'est intéressant, on parle de gestion alors ou on parle de... Fragilité. Fragilité, merci de vous lancer sur les stéréotypes, c'est bien, c'est important qu'on en parle aussi. Ouais. Intensité. Intensité, oui, merci. Capteur ultra développé. Capteur ultra développé, donc là sur la perception. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Fatigant, c'est fatigant.
La fatigue. Fatigant, ouais, les répercussions sur la vie quotidienne, la fatigabilité. Ouais. Les émotions aussi. Les émotions, c'est-à-dire Je pense que ça chamboule pas mal les émotions. La culpabilité liée à la sensibilité. La culpabilité d'être sensible? Non, la culpabilité par rapport à des informations extérieures que l'on ressent comme étant... Le regard des autres. Voilà, comme on devrait faire quelque chose. Ouais. L'idée que ça devrait être corrigé. Voilà, ça devrait être corrigé. D'accord. Oui. L'incompréhension de ceux qui doivent la supporter. Enfin, qu'ils la vivent pour un partenaire qui est possiblement hypersensible. Pour celui qui ne l'est pas forcément, ça peut être assez incompréhensible à dire. Ouais. Comment vivre avec un hypersensible et de l'autre côté, comment se faire comprendre des normosensibles. C'est ça? Ouais. Et comment on fait un couple quand la particularité ne touche que l'un des deux? C'est pas si simple quand la particularité touche les deux non plus. Ça dépend. Ça dépend du tempo. Ouais. L'isolement. L'isolement, ouais. Le décalage, peut-être. C'est l'isolement, ouais. J'avais envie de dire la souffrance à un moment. Ouais. Merci. D'autres choses qui vous viennent? Il y a la sociabilité, mais c'est lié, c'est une conséquence de l'isolement. Enfin, l'isolement est une conséquence. Le fait d'avoir du mal à trouver sa place. Je ne sais pas si c'est un lien direct ou indirect, mais il y a les hyperesthésies. Donc. Ouais, les hyperesthésies. C'est ce sentiment et cette impression de toujours être en décalage, surtout de surréagir, de jamais être dans ce qu'il faudrait être, peu importe ce que c'est. Ça peut être un mot, ça peut être avec des gens, trop de monde autour de vous. On a l'impression, le sentiment de culpabilité qui peut intervenir dans la mesure où on ne sait jamais comment réagir en fait. On a l'impression qu'on ne réagit jamais comme attendu en fait. Ouais. C'est pas ce qui est attendu, c'est pas la bonne réponse. Voilà, on a l'impression que d'où le sentiment qui est toujours là, d'être en décalage, pas à sa place, d'être toujours trop. Trop. Trop, oui. Une norme majoritaire, c'est ça en fait. Ouais, il y a une comparaison par rapport à la norme. Oui, à la majorité. Ok, on a déjà plein de choses là. Donc tout ça, on va en parler un peu dans la... Alors évidemment, en 1 heure, je ne vais pas pouvoir tout détailler, il y aura la question après, mais on va parler un petit peu de tous ces éléments que vous avez soulevés ensemble. Et d'abord, la question des représentations. Avec quoi on part quand on est dans le quotidien, quand on a affaire à monsieur et madame tout le monde, et qu'est-ce qui va venir dans les représentations en premier lieu. Alors souvent c'est un peu une double image, quand c'est pas uniquement axé sur des éléments négatifs. D'une part, la question de rattacher plutôt l'hypersensibilité à une faiblesse, à une forme de fragilité, à un manque de maîtrise de soi. Donc ça, c'est la vision un peu en creux de l'hypersensibilité. C'est t'en fais toujours trop, tu exagères, toutes ces choses-là qu'on peut entendre très régulièrement quand on est sensible. Et puis de l'autre côté, notamment un discours médiatique qui peut-être perce de plus en plus, l'idée que la sensibilité, ce serait, et la grande sensibilité, aussi une chance, parce qu'on peut ressentir les choses de manière plus intense, parce qu'on peut être plus attentif à des éléments un petit peu subtils. Et vous avez cette double vision-là qui coexiste. Alors, souvent, on entend plus la première dans le quotidien que la deuxième, et la deuxième paraît parfois un horizon, pas toujours facilement accessible pour les gens qui sont sensibles, mais on a ces deux représentations-là. Et je vais faire un petit commentaire tout de suite sur le mot d'hypersensibilité qu'on a choisi, parce que c'est le mot dans lequel les gens se reconnaissent et à travers lequel la sensibilité élevée est connue, notamment du grand public. Elle est devenue un petit peu célèbre. Mais à la base, hypersensibilité, c'est une mauvaise traduction du terme anglais qui est high sensitivity. Et si je vous dis high sensitivity, il n'y a pas les mêmes connotations. Sensibilité élevée, haute sensibilité, ça ce serait la bonne traduction. Dans hypersensibilité, on a déjà une connotation de trop. C'est un peu comme au potentiel et surdoué, dans la notion de surdoué. On a ce sur, là on a le hyper, qui viendrait dire il y a en trop et ce serait entre guillemets anormal. Alors que dans le qualificatif anglais, dans l'expression anglaise et dans la traduction qu'on en fait plus neutre, c'est une sensibilité élevée, il y a moins de connotations qui y sont associées.
Bon, ça, petite mise au point, ça permet déjà un peu de dégonfler les choses et de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière la notion d'hypersensibilité finalement? Est-ce que déjà dans le choix du terme, il n'y a pas aussi des représentations et des connotations qui y sont associées? Et que travailler sur le langage, c'est déjà une manière de travailler aussi sur les stéréotypes qui sont associés à certaines caractéristiques. Mais est-ce que c'est pas hyper, là, comme pour une thyroïdie, par exemple, hypo ou hyperthyroïdie, dans le sens... ouais, mais hyperthyroïdie, ça se soigne, on donne des médicaments, c'est de l'ordre de la pathologie. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que le terme hyper, il existe en médecine. Il existe en médecine pour distinguer des dérèglements, des pathologies. Il y a l'hypersensibilité dentaire, ça existe, c'est une dentine qui est très sensible au chaud et au froid. Les allergies peuvent être vues comme une hypersensibilité du système immunitaire, mais là on est dans un cadre pathologique. Et donc la notion d'hypersensibilité, si on la traduit comme ça, elle peut effectivement avoir ces connotations un petit peu pathologiques ou de troubles qui correspond pas bien au concept de départ dont je vais vous parler, parce que déjà ça permet de soulager un peu, de pouvoir justement dans le cadre de la pathologie, ça se mesure. Oui. Est-ce qu'on mesure la sensibilité? On va en parler. On va en parler. Et donc voilà le chemin qu'on va faire ensemble. D'abord, on va faire un peu d'histoire. Moi, je vais vous parler un peu de l'aventure de la haute sensibilité et je vais croiser les découvertes un peu en sciences qu'on connaît et mon parcours personnel. Pourquoi j'ai été amenée aussi à écrire sur la sensibilité. Je vais vous parler ensuite de la mesure, justement, est-ce qu'on peut mesurer la sensibilité, définition et caractéristiques, là ça sera un petit peu plus costaud, on va poser un peu les bases. Alors évidemment, je viendrai un peu rapidement, n'hésitez pas sur les questions en fin d'intervention, si vous voulez développer certains points, notez dans la tête et puis posez-moi les questions. Et puis ensuite, je vais vous proposer un chemin avec la haute sensibilité, quelques jalons, moi qui me servent de guide quand j'accompagne des personnes qui ont une haute sensibilité. Et donc, je vais vous parler un peu de l'aventure personnelle d'abord, comment j'en suis venue à vouloir écrire sur la haute sensibilité. Alors tout d'abord, la plupart des gens qui s'intéressent ou qui écrivent sur certains thèmes sont des choses qui les touchent. Donc bien évidemment, la sensibilité est un thème qui me touche aussi depuis que je suis toute petite, comme je pense une grande partie d'entre vous si vous êtes ici ce soir. Pardon, déjà le soir. On s'est réveillé tôt pour prendre le train cet après-midi. Donc c'est tout d'abord une expérience personnelle, avec aussi des réflexions où souvent on m'a dit, tiens, tes amis, en fait, ils se ressemblent tous, ils ont tous la même particularité. Et la particularité qu'ils ont tous dans la réflexion, c'est qu'effectivement, ils sont tous sensibles. Et donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été source de beaucoup de satisfaction aussi et d'échanges, le fait de pouvoir échanger avec des gens avec qui on a des particularités ou une vision du monde qui peut être commune, une façon de ressentir le monde qui est la même. Moi, je viens du monde littéraire. Donc j'ai aussi eu la chance de rencontrer des personnes qui utilisaient leur sensibilité, qui lisaient, qui aimaient la poésie, qui étaient parfois poètes eux-mêmes. Dans mes études, cette sensibilité-là, elle a toujours été un peu valorisée. Dans le monde littéraire, si on n'est pas sensible, ça va être compliqué. C'est compliqué pour comprendre un texte, c'est compliqué pour raisonner, c'est compliqué pour apprécier la musique des mots, c'est compliqué pour plein de choses. Donc ça ne se dit pas vraiment, mais c'est une forme de compétence dans certains domaines d'être sensible et de pouvoir être touché. Donc jusque-là, pour moi, j'avais pas une vision négative forcément de la sensibilité. Et puis il y a la sensibilité évidemment des artistes, la sensibilité qu'on met dans l'œuvre d'art et la manière dont on s'adresse d'une sensibilité à une autre. Et puis je suis arrivée de mon monde littéraire, j'ai fini mes classes prépa, et puis je suis arrivée en psycho, sciences humaines, effectivement. Et là, le discours que j'ai rencontré sur la sensibilité, ça correspondait pas bien avec ce que j'avais vécu jusque-là, c'est-à-dire que c'était un discours qui était assez négatif finalement sur la question de la sensibilité. On parlait de sensitivité, on parlait de différents termes qui étaient des termes souvent médicaux ou techniques pour décrire des gens qui avaient une sensibilité très importante. Même encore dans des collègues qui peuvent s'exprimer sur la sensibilité, on sent parfois une forme d'a priori assez négatif sur l'idée que la sensibilité élevée, finalement, ce serait un symptôme de différentes choses et ça entrerait dans différents tableaux cliniques. Alors moi, il y a eu comme une forme de choc des cultures à ce moment-là. Je me suis dit, sauf que je viens d'un monde où on l'a valorisé comme une qualité, et là, on parle plutôt de troubles, de pathologies, de choses qui sont plutôt négatives. Donc, je trouvais qu'il y avait un impensé
là, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à penser complètement la sensibilité dans ce qu'elle avait à la fois de difficile et peut-être aussi d'intéressant, et que le projecteur était beaucoup braqué sur les caractéristiques négatives. Et puis bon, dans l'accompagnement, on dit souvent qu'en psychologie, on a les patients qu'on mérite. Donc, les gens qui restent, qui ont qui nouent une alliance thérapeutique avec vous, souvent sont des gens qui vont se sentir écoutés ou compris autour de certaines caractéristiques. Donc j'avais beaucoup de patients sensibles en cabinet. De patients haut potentiel aussi, mais des patients sensibles, qui venaient, et souvent avec les deux caractéristiques en lien avec les représentations du haut potentiel qui sont associées. Et puis toutes ces personnes disaient des choses sur leur expérience de la sensibilité, qu'elles viennent ou pas pour ça. Et dans les choses qu'elles disaient, il n'y avait pas que des choses négatives. Il y avait aussi des manières de parler de leur expérience qu'on ne retrouvait pas dans les discours médiatiques, dans les choses qui... Alors ça c'était il y a longtemps, il y a 15 ans à peu près. Et moi ça m'a quand même pas mal interpellée, et ça m'a interpellée aussi de voir à quel point aussi mes collègues pouvaient, dans leur accompagnement, il m'a toujours semblé que la sensibilité c'était quelque chose d'essentiel quand on travaillait avec de l'humain. Et que si on n'avait pas des capteurs un peu affûtés et une capacité de résonance avec l'autre, finalement on ne pouvait pas tellement s'ajuster ou comprendre vraiment son monde ou ce qu'il pouvait ressentir. Ça me paraissait évident que c'était aussi une compétence professionnelle quand elle était utilisée dans certains contextes. Donc tout ça a fait que un jour, j'ai écrit un mail à un éditeur pour proposer un thème, effectivement, en lien avec ces choses-là. Et il se trouve que de fil en aiguille, on a discuté. Alors, au potentiel, sensibilité élevée, les thèmes m'intéressaient. Et puis finalement, le premier contrat que j'ai signé, c'est un contrat qui était sur l'hypersensibilité. Donc le premier livre qui est sorti, c'est un tout petit livre sur l'hypersensibilité, qui était un livre en poche. Et qui a eu pas mal d'écho, qui a bien fonctionné. Et qui a fait que j'ai eu d'autres contrats effectivement d'écriture par la suite, mais le premier c'était à partir de la sensibilité élevée. Et il y avait vraiment un message derrière, c'est-à-dire j'avais envie de dire à tous ces gens qui venaient en pensant qu'ils étaient inadéquats, que c'était leur faute, que c'était difficile, qui me disaient débarrassez-moi de ma sensibilité. Ça va être compliqué. Moi je veux bien vous aider à gérer différemment les émotions, je veux bien vous aider à comprendre, à vous voir autrement, mais je ne vais pas vous débarrasser de votre sensibilité. Ou alors on ne parle pas de la même chose. Mais s'il s'agit d'une sensibilité liée à la personnalité, le fait de vouloir s'en débarrasser, ce n'est pas un objectif thérapeutique qu'on peut suivre ensemble. Par contre, on peut vivre avec. Et pour moi, c'était important de rendre accessible ce discours-là sur la sensibilité, de dire voilà, ça existe, il y a plein de gens qui vivent la même chose, et on peut le regarder et le vivre de façon aussi plus positive, ou en tout cas avec plus de bienveillance envers soi-même. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire du développement personnel, notamment. Et puis c'est une façon de parler d'une sensibilité à une autre, de nous travailler déjà sur les représentations, puisque en écrivant un livre, on a une portée plus importante qu'en restant juste dans un cabinet, et en travaillant seulement avec ses patients, ça permet de faire circuler un discours à travers aussi la sensibilité et les mots des autres. Et puis enfin, tout ça, ça aboutit sur un jour un projet de recherche. Alors, parce que j'avais fait un petit questionnaire pour un de mes livres. Je m'étais amusée à faire un questionnaire de sensibilité selon ce que moi je voyais effectivement cliniquement chez les patients. Et ce questionnaire, un jour, le chercheur est venu me voir et il m'a dit est-ce que ça te dirait qu'on le valide ce questionnaire? Pas dans l'idée qu'on pouvait éventuellement faire un questionnaire, on le validait. Je dis oui, pourquoi pas. Et donc ça a démarré comme ça, et on a fait une étude avec ces questions sur la sensibilité, une étude qui a eu 32 000 participants. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de gens qui participent, notamment avec le magazine Cerveau et Psycho. Ça a abouti à l'établissement d'un instrument de mesure qui est toujours en train d'être pour l'instant analysé et réglé, donc il n'est pas encore disponible pour le moment, et à travers lequel on essaye d'explorer aussi les composantes de la sensibilité et de faire avancer un peu ce qu'on sait là-dessus. C'est un domaine qui est très récent. C'est un domaine qui est très récent en sciences, c'est-à-dire qu'autant le haut potentiel, on a une littérature bien abondante qui a plus d'une centaine d'années au moins pour les débuts, donc on peut faire des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses sur plein d'études déjà disponibles, on peut avoir un discours quand même déjà bien assuré sur certains thèmes, même s'il y a toujours des choses à découvrir. Autant sur la haute sensibilité, ça commence dans les années 90 au niveau de la conceptualisation, donc c'est vraiment très récent pour un domaine, en tout cas en sciences humaines. Et du coup, ce que je vais vous présenter, c'est aussi du défrichage, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément encore, sur lesquelles on ne sait pas, on a encore des doutes qui ne sont pas forcément bien installés et sur lesquels on continue à travailler.
Et ça a commencé d'abord dans le monde animal, c'est-à-dire en éthologie, on parlait de personnalité animale, les gens qui étudient le comportement des animaux. On s'est rendu compte qu'il y avait des variations en matière de sensibilité aux stimulations de l'environnement. Vous avez peut-être des chiens, des chats, vous avez remarqué qu'il y en a certains qui sont plus sensibles que d'autres. Voilà, différents éléments, des stimulations sensorielles, et qui peuvent réagir différemment. Bon, voilà. Nous, on est des animaux aussi, donc on ne fait pas exception. On va être aussi concernés par ces variations de sensibilité à l'environnement, à ce qui nous entoure, à ce qui est présenté dans notre environnement. Et ça, ça a fait partie non pas de la pathologie, hein, quand on étudie ça dans le monde de l'éthologie, mais plutôt du registre des variations individuelles. Alors, on est tous différents, on a une infinie variété au niveau du comportement, l'expression de la personnalité. La personnalité, c'est quoi? C'est les récurrences dans nos comportements. C'est le fait qu'on va avoir tendance à adopter de manière récurrente un certain type de comportement, à ressentir un certain type d'émotions, à avoir certaines représentations de ce qui nous entoure, qui vont être plus ou moins stables. La personnalité, ça se construit chez l'humain durant l'enfance et l'adolescence, ça stabilise au début de l'âge adulte, où on peut parler vraiment de personnalité formée, et à partir de ce moment-là, même si ça varie, on a quand même des récurrences qui font qui on est, et qu'on peut dire, un tel, il est plutôt comme ci, comme ça. C'est ça la personnalité, et ces références. Et donc il y a des champs de psychologie, notamment la psychologie différentielle, qui étudie les différences entre les individus et qui étudie notamment la personnalité, le champ de la personnalité. Et tout ça pour vous dire que la sensibilité, notamment la haute sensibilité, c'est d'abord un thème de psychologie différentielle, ensuite, quand ça va arriver en psycho, c'est-à-dire qui étudie les variations entre les individus. C'est pas forcément un thème clinique, on n'est pas dans le domaine forcément de la pathologie, on est dans le domaine des différences individuelles. Et quand on est dans le domaine des différences individuelles, ceci dit, dans certaines différences, dans certains traits de personnalité, on sait par exemple qu'il y a des traits qui vont prédisposer au développement de certains troubles, c'est-à-dire qu'ils sont des facteurs de risque. Ils ne sont pas en eux-mêmes des troubles, mais ils vont peut-être nous rendre plus fragiles, plus vulnérables au fait de développer des troubles par la suite. Et donc, tout d'abord, la sensibilité, elle a été étudiée comme un facteur de risque. C'est-à-dire les gens plus sensibles, ils ont peut-être tendance à développer plus de troubles que les autres, à être plus vulnérables s'ils rencontrent des traumas ou des expériences de vie adverses, un environnement toxique, à du coup ensuite être plus impactés par les répercussions négatives de cet environnement. Donc c'est comme ça qu'on l'a étudié. Donc vous avez le modèle de la diathèse stress notamment. L'idée c'est que voilà, quand vous êtes plus vulnérable, si vous êtes résilient, c'est-à-dire vous êtes capable de surmonter l'adversité, si vous avez un environnement négatif, ça va moins vous impacter que si vous êtes plus vulnérable. Et on s'est dit au début, voilà, la sensibilité, c'est peut-être un facteur de vulnérabilité, plutôt. Et puis, il y a d'autres personnes, notamment Michael Press, qui ont étudié au contraire la manière dont certains individus pouvaient être sensibles aux variations positives de leur environnement. C'est-à-dire quand ils sont notamment dans un environnement précoce qui est favorable, dans l'enfance, et qui vont développer qui vont avoir un meilleur développement, des issues plus positives, plus profiter d'un environnement favorable. Et du coup, met en valeur à travers certaines études qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à ça, et que ça aurait un lien aussi avec la sensibilité aux environnements négatifs. C'est-à-dire que peut-être ce serait la même chose, mais qui rendrait plus sensible à toute forme de variation de l'environnement, qu'elle soit positive ou négative. Okay. Et pour des études notamment, ils vont utiliser des échelles de mesure de la sensibilité, alors pas le cas que je vous présenterai tout à l'heure, mais une autre échelle, où ils vont par exemple mesurer la réponse d'enfants dans les écoles à des programmes de prévention du harcèlement, ou mesurer l'impact d'interventions thérapeutiques. Et ils se rendent compte que les gens qui ont une sensibilité plus élevée, sur les échelles notamment d'Hélène Aron, ils vont avoir de meilleurs résultats en thérapie, et ils vont aussi tirer davantage profit des programmes de prévention du harcèlement. Donc ça permet de mettre en valeur que cette sensibilité, elle peut aussi être une sensibilité à des environnements positifs. Et donc ça donne ensuite le modèle de la susceptibilité différentielle. La susceptibilité différentielle, c'est Belsky qui en parle, ce sont des différences individuelles dans la sensibilité aux influences de l'environnement, qu'elles soient positives ou négatives. Ça veut dire que c'est quoi la sensibilité dans ce cadre-là? C'est plutôt un trait de plasticité, un trait qui permet de s'adapter, d'être plus réceptif à des variations de l'environnement, et pour le meilleur comme pour le pire, dans ce cas-là. Parce que ça veut dire que dans les environnements toxiques, ça va être un facteur de risque
qui va pouvoir rendre plus vulnérable, mais dans des facteurs d'épanouissement, là, ça va au contraire permettre un meilleur développement. D'accord? C'est bon pour vous? Et ça donne ça sur le petit schéma. En gros, l'idée c'est que voilà, on va plus pâtir des environnements négatifs et au contraire tirer plus profit des environnements positifs. Je le traduis, si vous voulez, les implications que ça a, c'est quand on est sensible, on fuit les environnements toxiques. C'est pas la peine de se dire je vais y arriver, allez, sois fort, je vais résister. Management toxique, on s'en va. Voilà. Grosso modo. C'est-à-dire, c'est vraiment important d'avoir une vigilance qui est plus accrue et plus importante à son environnement. C'est quelque chose qui peut affecter davantage les personnes sensibles. Très vigilant à l'environnement. Donc, domaine de la personnalité, variation individuelle, la haute sensibilité. On peut la définir comme une sensibilité, une réactivité nettement plus élevée aux stimulations de l'environnement. C'est ce que je vous propose comme définition un peu officielle, si vous voulez, de la sensibilité. Alors bien sûr, sur le continuum de ce qu'on va appeler la sensibilité environnementale. Souvent, on présente la sensibilité comme une catégorie, la haute sensibilité, où il y aurait différents critères pour y appartenir, notamment en vertu de l'idée qu'il y aurait un fonctionnement neurologique qui serait différent, avec une appartenance catégorielle. Alors la plupart des recherches montrent plutôt que c'est un trait continu. C'est comme l'intelligence, si vous voulez, la sensibilité ou comme d'autres traits de personnalité. Ça a plutôt, il y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité moyenne et puis plus vous êtes dans les extrêmes, moins il y a de personnes. Mais il n'y a pas de saut qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie à part avec des gens qui ont un fonctionnement neuroatypique complètement différent. C'est vraiment une continuité sur la notion de sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière un substrat anatomique ou un substrat cérébral, mais c'est plus une affaire de quantité qu'une affaire vraiment de qualité. Donc, c'est vraiment l'extrême plutôt d'un continuum. Dans les premiers écrits, notamment Hélène Aron et Arthur Aron, ils parlent entre 15 et 20% de la population environ. Alors, on n'est pas du tout comme sur le HPI avec une convention autour d'un seuil. Là, il n'y a pas encore de consensus autour d'un seuil à partir duquel on va dire on parle de haute sensibilité ou d'hypersensibilité. Ça, c'est pas encore le cas. Grosso modo, pour que ça ait un sens de parler de haute sensibilité, il faut quand même que ce soit un phénomène qui soit assez rare. Pour qu'il y ait une expérience au monde qui soit différente de la moyenne. Donc, ça n'a pas trop de sens d'en faire un phénomène trop répandu. Maintenant, où est-ce qu'on place le seuil, où est-ce qu'on place la barre, ça c'est une question qui est encore ouverte. Et notamment qui va être étroitement liée à l'outil de mesure, à comment on va mesurer, puisque dans le cadre du HPI par exemple, il faut qu'on ait une mesure de l'intelligence par les tests validés. Là, si on voulait pouvoir classer les personnes dans la population par rapport à leur sensibilité, il faut qu'on ait un outil objectif qui nous permette de les classer par rapport à leur rang dans la population. Comme je vous le disais, c'est pour le meilleur comme pour le pire, comme le mariage, la sensibilité pareil. Ça vous expose à la fois à des environnements plus négatifs et des environnements positifs. D'où l'importance de prendre soin de soi. Et c'est une interaction, comme la plupart de nos caractéristiques, entre l'inné et l'acquis, c'est-à-dire qu'on a montré là dans les études que effectivement on avait tendance à retrouver ces traits là chez les parents. Alors on dit souvent que la personnalité, l'héritabilité c'est à peu près 40%, ça dépend des études, des modalités. Il y a quand même une grande part environnementale, il y a 60% d'influence de l'environnement dans la personnalité, c'est plus important que pour le QI par exemple. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai parfois un peu de mal à parler du concept de haute sensibilité chez l'enfant. Non pas parce qu'il y a bien sûr des caractéristiques chez l'enfant très jeune, mais parce que comme la personnalité est encore en formation, et que c'est que plus tard qu'il y aura des récurrences plus importantes dans le comportement, on va dire donner le qualificatif de haute sensibilité à un enfant ou le mesurer, ça va poser plus de soucis que chez l'adulte où la personnalité sera davantage formée. Donc attention aussi à tout ça, et notamment attention au fait que quand on parle de sensibilité, haute sensibilité chez l'enfant, souvent on va parler de gestion de l'émotion. Ce sont des concepts qui sont différents. La gestion émotionnelle, c'est pas la même chose que la haute sensibilité. Même si ça va impacter les émotions, la haute sensibilité, c'est des concepts proches mais qui sont différents. Et chez l'enfant, comme il y a aussi le développement qui fait que les capacités de contrôle et de régulation se développent à travers le temps, tant qu'on n'est pas à l'âge adulte,
on a assez peu de prévisibilité, en tout cas de recul, sur ce que ça va donner ensuite dans l'âge adulte en termes de récurrence dans les comportements. Alors, la question que vous vous posez tous, est-ce qu'on peut mesurer la haute sensibilité? Là, souvent, on entend dire c'est subjectif. Oui, effectivement, on est toujours sensible par rapport à quelque chose. On peut se sentir très sensible et finalement, si on compare par rapport aux autres, peut-être pas tant que ça. Est-ce qu'il est possible de mesurer objectivement la sensibilité? On pourrait la mesurer de plusieurs façons. On peut la mesurer. Alors, actuellement, on la mesure comment? Dans les mesures existantes, il n'y a pas grand-chose qui existe, mais il y a quand même quelques outils. On la mesure avec des questionnaires, comme on fait pour la personnalité. C'est-à-dire, si vous voulez savoir si vous êtes perfectionniste, il existe des échelles qui mesurent le perfectionnisme. Ce sont des questions qui vous répondez à ces questions en fonction si ça vous concerne un peu, beaucoup, passionnément, et si vous vous reconnaissez dans certains traits. Donc c'est souvent de l'auto-évaluation. Alors, plus on avance dans les outils de mesure, plus on va proposer des fois aussi de l'hétéro-évaluation, c'est-à-dire que ce soit un de vos proches qui vous décrive. Et ça va pouvoir compléter la description que vous faites de vous-même. C'est possible notamment dans le Néopélie, qui est un inventaire assez complet de description de la personnalité. On peut aussi éventuellement se dire, on peut faire référence à un expert, effectivement. Un expert, un psychologue, ou quelqu'un qui va pouvoir analyser la personnalité. C'est différentes façons, on va dire, de pouvoir déterminer si un trait est présent chez quelqu'un. Pour la haute sensibilité, là, qu'est-ce qu'on a pour le moment? On a des questionnaires. Un questionnaire historique qui est celui, notamment développé par Hélène Aron, qui est le HSPS, High Sensitive Person Scale, qui a été traduit dans plusieurs langues, mais qui a des petits soucis. C'est-à-dire que je vous ai présenté les aspects positifs et un peu négatifs de la sensibilité tout à l'heure. Il n'est pas bien équilibré sur les aspects positifs et négatifs. Bon, il y a des petits problèmes techniques dans les qualités de mesure qu'il a, que je ne vous détaillerai pas parce que c'est des affaires un petit peu plus de spécialistes de la mesure, qui font que ce n'est pas un outil très satisfaisant, en tout cas pour l'instant, on pourrait faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a développé un autre outil qui n'est pas parfait non plus, parce que surtout du premier coup, c'est difficile, et qui s'appelle le CAS, Clover Adult Sensitivity Scale. Je précise que c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est les gens qui ont commencé à travailler dessus. D'abord, peut-être de façon un peu humoristique, puis finalement, comme le nom est rentré dans les mœurs, il est resté avec ce nom-là. Donc pour l'instant, c'est le nom qu'il porte. Et c'est un questionnaire qui, pour l'instant, est en 27 items d'évaluation, notamment de la personnalité, de la sensibilité. Vous avez plusieurs questions qui sont, par exemple, est-ce que vous êtes les lumières intenses ou les couleurs trop vives vous dérangent? Est-ce que vous êtes particulièrement sensible aux ambiances? Est-ce que vous êtes facilement ému? Est-ce que vous percevez le moindre changement dans votre environnement? Vous êtes quelqu'un de sensible? Différentes questions qui vont faire référence à la sensibilité. Je ne vous montre pas les questions parce que, comme il est en cours de développement auprès d'un éditeur, je ne peux pas vous montrer l'intégralité des questions du questionnaire, effectivement, protégé par le droit. Mais on est en train de développer, en tout cas, cette échelle-là, qui a plutôt sur lequel on a de bons résultats. Alors on est content, évidemment c'est pas parfait comme tout, mais ça fait avancer un peu les choses. Et dans les composantes qui vont ressortir sur ce questionnaire, c'est-à-dire si on essaye de regrouper en grands thèmes qui sont liés entre eux les différentes questions, on va trouver 4 facteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'émotionnalité. L'émotionnalité, c'est la nature et l'intensité de la vie émotionnelle. C'est-à-dire à quel point, à quel degré, quelle variété on va ressentir les émotions, toute émotion confondue, quelle que soit la valence de l'émotion, que ce soit positive comme négative. Souvent on dit les personnes sensibles, ce sont les émotions négatives. Non, c'est tout le panel émotionnel. Si ce sont que les émotions négatives, on est plutôt dans le cadre de quelque chose de l'ordre d'une dépression, ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc c'est vraiment une sensibilité sur tout le panel des émotions. Ça va comprendre aussi l'empathie, la sensibilité relationnelle, la sensibilité vue par autrui. Le deuxième facteur, c'est la saturation. La saturation, c'est le fait de se sentir débordé par des stimulations qui sont trop intenses ou trop nombreuses. Ça, c'est des choses peut-être que vous avez déjà vécues, le sentiment qu'il y en a trop ou que c'est trop fort, avec un sentiment de saturation sensorielle. Et le besoin d'être en retrait pour pouvoir faire baisser le niveau d'activation émotionnelle.
La finesse, ça c'est quelque chose qui est moins présent dans les autres échelles, notamment dans l'échelle d'Hélène Aron. C'est ce que décrivent souvent beaucoup de personnes dans l'éducation, c'est la finesse. C'est le fait de pouvoir détecter des stimulations sensorielles ou émotionnelles subtiles, des légères variations, que ce soit le ton dans la voix, les expressions sur le visage, ou au contraire, plutôt des stimulations sensorielles subtiles. Ça, c'est ce qu'ils vont beaucoup décrire. C'est cette fameuse chose que la personne a perçue, mais que l'autre personne n'a pas vue. Je te dis qu'il a eu telle expression à ce moment-là, je ne suis pas sûre que vraiment il soit sincère à ce moment-là. Bon, moi, j'ai rien vu du tout, non, tu te fais des idées, le fameux, voilà, mais non, ça n'existe pas. Voilà. Puis après, X semaines plus tard, on se rend compte qu'effectivement la personne a plutôt vu juste à travers quelque chose, un comportement, on va dire, plus flagrant qui vient dénoncer le trait. Ça, ce sont des vécus qui sont souvent très courants. Alors bien sûr, dans ce cas-là, une intersubjectivité est possible. C'est-à-dire si on avait deux personnes très sensibles, elles détecteraient en droit la même chose. Parce qu'il ne s'agit pas juste de détecter des choses cachées derrière les intentions et les comportements des autres. Ça, c'est plus interprétatif et c'est plus dans le registre de la paranoïa, notamment, c'est pas la même chose. Voilà, dans le cas de la sensibilité, c'est vraiment, il y a une intersubjectivité possible et ce qu'on perçoit existe réellement. Et puis la quatrième dimension, c'est la sensibilité esthétique. Ça, on la retrouve dans les autres échelles aussi. C'est la sensibilité à la beauté et à l'art. Je vais vous détailler un petit peu, donc ça c'est les grands facteurs qu'on va retrouver quand je vais vous détailler les caractéristiques, bien sûr. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, d'abord la sensibilité d'un point de vue comme ça de l'expérience. Il va y avoir tout d'abord dans le témoignage des gens une sensibilité sensorielle, qu'ils vont décrire, qui va toucher l'ensemble des sens. Bien sûr, il peut y avoir un sens privilégié en fonction de la manière du canal préféré de la personne. Et souvent, ça va se traduire par un seuil de détection qui est plus bas, le super détecteur, celui qui va percevoir le bruit, le petit détail. Alors quand je vous dis seuil de détection plus bas, ça ne veut pas dire qu'ils ont des yeux de lynx ou qu'ils ont une vue particulièrement plus perçante, ça veut dire qu'ils sont plus attentifs aux détails, qu'ils vont davantage les remarquer. C'est plutôt ça, c'est une vigilance aux détails. Donc le seuil de tolérance est plus bas aussi, c'est-à-dire qu'ils vont être plus facilement saturés ou débordés par une stimulation qui est plus intense. Et puis, il y a une attention qui est accrue aux signaux du corps, c'est-à-dire que les signaux de douleur, aussi les émotions propres, vont être perçus avec davantage d'intensité. Ça va jusque-là, ça vous parle? Le deuxième élément qui, lui, ressort beaucoup plus en consultation, et souvent c'est ce qui amène les gens à vouloir faire un travail sur eux-mêmes, c'est plutôt la sensibilité émotionnelle. La sensibilité émotionnelle, alors je répète que c'est une symphonie sur toute la gamme des émotions. Ça concerne aussi bien les émotions positives que les émotions négatives. Les gens vont être sensibles, d'ailleurs ça se voit, une chose qui est assez flagrante, c'est par exemple quand les personnes sensibles sont face à un film, voilà, ou une musique ou des choses comme ça. Indépendamment de leur humeur de base, elles peuvent être très bien avoir un fond neutre ou plutôt joyeux ou plutôt triste. Elles vont être plus sensibles à la fois aux émotions de tristesse, qu'au happy end qui est plutôt joyeux, qui va aussi les émouvoir. Donc ça va être vraiment sur toute la gamme. C'est pas forcément lié à l'humeur, c'est vraiment une réactivité immédiate et une expression aussi plus intense des émotions, de leurs propres émotions, une réaction plus intense à ces émotions et une expression plus intense aussi des émotions. Alors quelque chose que les gens décrivent souvent, c'est l'empathie. L'empathie qui est... Alors quand ils viennent, ils se plaignent souvent d'une surempathie, du fait qu'ils sont débordés par ce qu'ils ressentent chez les autres. Alors il faut savoir que dans la sensibilité élevée, les gens sont parfois vraiment débordés par leur empathie. Ça peut être plus ou moins on va dire, inconfortable pour eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont ressentir avec davantage d'intensité ce qui se passe chez l'autre en termes émotionnels. Ça peut se voir notamment dans les phénomènes de contagion émotionnelle. Où ils vont ressentir par contagion, de la même façon que dans les films, les émotions des autres, alors même qu'elles ne leur appartiennent pas. Et ça, si on ne régule pas bien ces émotions, ça peut être quelque chose d'assez désagréable et d'assez inconfortable. Mais si on les régule bien, on peut en faire aussi un outil et un atout pour mieux comprendre l'autre. Donc, d'où le fait qu'on a une finesse relationnelle qui est souvent plus importante, ce sont des gens qui sont plus habiles
dans le fait de comprendre ce qui se joue dans les relations et de pouvoir l'utiliser à condition qu'ils soient bien régulés au niveau de leurs propres émotions. Qu'est-ce qu'il y a dans le bleu foncé? J'arrive pas à lire. Alors, dans le bleu foncé, et juste en dessous, c'est le chagrin et la tristesse. Voilà, c'est tout ça. D'accord. Merci. Et puis quelque chose qui va ressortir aussi beaucoup, c'est une sensibilité plus importante à l'ambiance d'une pièce, à ce qui peut se passer, à l'ambiance relationnelle, ce qui peut jouer dans une réunion notamment, et une faible tolérance à l'hostilité. Donc, des gens qui vont très peu tolérer les conflits, l'hostilité ouverte, ou même cachée. Quand il y a une mauvaise ambiance dans l'équipe, c'est des gens, il y en a qui sont assez résistants et ça leur passe au-dessus. Pour les personnes sensibles, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à supporter, notamment sur la longueur. Et puis la deuxième raison pour laquelle souvent ils viennent nous voir, c'est à cause de ça. Voilà, parce que ça pose des soucis à eux et aux autres, c'est la réactivité plus forte. On ressent plus fort, donc souvent on réagit plus fort. Alors attention, tous les sensibles ne sont pas des explosifs. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont beaucoup plus inhibés, qui vont contenir les choses intérieurement, mais eux, leurs émotions, elles sont fortes. C'est pas parce qu'on n'explose pas, on ne ressent pas des émotions fortes. Mais on va dire qu'en tendance, et plus c'est jeune, plus c'est le cas, c'est-à-dire que moins on a des capacités de contrôle qui sont actives au niveau des émotions, plus ça va être volcanique. Donc ça va être des phénomènes de surréaction, souvent dans la réaction paraît disproportionnée par rapport à l'événement cause, des phénomènes de saturation, effectivement, quand c'est trop fort, la personne est tout d'un coup saturée, et là, voilà, c'est comme si on avait atteint un point de non-retour, il faut un temps de pause pour pouvoir récupérer. Et puis le fait de gérer ces émotions au cours de la journée qui sont assez intenses et de recevoir beaucoup d'informations en provenance de l'environnement, ça va générer parfois une plus grande fatigabilité aussi. C'est, chez les parents, ces enfants qui ont tenu toute la journée à l'école en supportant un bruit important, toutes les stimulations de l'environnement et qui sont épuisés et insupportables quand ils sont à la maison en rentrant. D'accord ? C'est ça. On peut parler à certains parents. Mais chez les adultes, ça peut être le cas aussi. Les adultes, quand ils ont une journée de travail harassante, ils ont géré beaucoup de choses et qui sont très sensibles, ils peuvent être tout aussi impactés par leur journée. Et leurs proches aussi, d'ailleurs. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne faudrait pas réduire la sensibilité élevée uniquement aux sensibles explosifs. Parce que ça, finalement, ça ne va pas non plus être la majorité des profils. C'est les plus connus, c'est ceux qui viennent le plus en consultation. Mais il faut savoir que les premières descriptions de la sensibilité élevée, notamment chez les nains, c'est plutôt chez des gens qui sont inhibés, donc avec des profils plutôt introvertis. D'accord ? Donc des gens qui vivent plutôt les choses à l'intérieur, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont pas pour autant aussi intenses que si elles explosent. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait il y a différentes façons, alors faute de mieux, je parlerai style de gestion, de façon de faire avec sa sensibilité. On grandit, on développe des stratégies de gestion ou de faire face. On apprend assez tôt que la sensibilité, ça n'a pas trop bonne presse, on va dire à l'école, dans l'entreprise, dans d'autres domaines. Donc on va développer des stratégies pour faire avec, soit pour que ça passe un peu inaperçu, on va éviter, on va avoir des stratégies d'évitement de l'intensité, quand ce sont des situations qui peuvent être potentiellement trop intenses. Il y a les warriors, il y a ceux qui affrontent et qui du coup affrontent tellement qu'ils finissent par exploser régulièrement. Ceux-là, ils sont un peu plus visibles. Ils ne respectent pas bien leurs limites et leurs besoins, mais au moins ils font avec, effectivement. Il y a les contrôlants. Alors ceux-là, vous les voyez très peu, sauf quand vraiment la coupe est belle. Vous les voyez très peu dans le sens où ils donnent très bien le change. Il y a des gens qui vont afficher une maîtrise d'eux-mêmes, qui ont des capacités de contrôle très très importantes. Et alors de temps en temps, ils vont exploser. Après, quand ils explosent, par contre, ils explosent bien. Mais eux, ils donnent bien le change. De l'extérieur, personne ne dirait « tiens, lui, il est sensible ». Au contraire, on a plutôt l'impression que c'est la muraille et le roc. Et derrière, il peut y avoir pourtant ces caractéristiques-là qui sont vécues de manière plus intime. Il va y avoir les chercheurs de sensations. Il y en a qui, très tôt, ont pris goût aux montagnes russes et qui essayent de rester tout en haut de la montagne. Donc, ils vont provoquer la sensibilité dans certains domaines et aller rechercher la sensation. Et puis, il y a ceux qui se sont rendus compte que ça pouvait être très pratique d'être plus sensible dans certains domaines et qui l'utilisent notamment dans les relations avec les autres, mais qui vont l'utiliser aussi dans le domaine artistique, dans la créativité, dans différents secteurs de leur vie, parfois même sans s'en rendre compte.
Voilà, donc je vous amène à réfléchir à tout ça pour vous rendre compte à quel point finalement la représentation qu'on a souvent des personnes sensibles, elle peut être uniquement dans un champ ou avec certains types de réactions et que finalement, derrière les apparences, on peut trouver des modalités de gestion de la sensibilité qui sont très différentes, mais avec une même caractéristique de base qui est une sensibilité beaucoup plus élevée aux stimulations de l'environnement. C'est bon pour vous? Ouais. Ça vous parle toujours? Oui. Beaucoup trop? Non. Ah ouais. Donc comme je vous disais, la plupart des gens, certains, de moins en moins, quand on parle de sensibilité, quand ils viennent me voir, c'est souvent débarrassez-moi de ma sensibilité. J'en ai marre d'être sensible, je voudrais ne plus être sensible, je voudrais que les choses me touchent moi, je voudrais ne plus réagir. Voilà, transformez-moi en quelqu'un de normal. Bon, ça, c'est difficilement recevable dans le cadre d'un cabinet. Donc là, on voit qu'il y a déjà un travail d'accompagnement autour de l'acceptation de soi, de la présentation de soi et de comment on peut faire avec qui on est. Donc je vais vous proposer un chemin avec la haute sensibilité. Bien sûr, ça dépend où on en est, à quel point on est fâché ou pas avec sa sensibilité, à quel point on a fait une composante de soi, à quel point on l'accepte. On n'est pas tous au même point là-dessus. Et donc, on va pas suivre exactement les mêmes étapes. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander, à votre avis, est-ce qu'il faut traiter la haute sensibilité? Non, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Merci. Effectivement. La haute sensibilité ne nécessite pas, dans tous les cas, un accompagnement ou une prise en charge, puisque ce n'est pas un trouble. Ça va dépendre de comment elle est vécue. C'est une variation individuelle, comme vous l'avez compris maintenant, je pense que je l'ai répété un certain nombre de fois, effectivement. Donc les variations individuelles, c'est pas un trouble. Mais c'est quand même un facteur de risque pour le développement de certains troubles, notamment les troubles anxieux. Voilà. Donc, ça nécessite une certaine vigilance en fonction de l'environnement. Elle peut être tout à fait bien vécue, et comme vous l'avez vu sur la réponse aux influences positives, moi je dis à mes collègues, réjouissez-vous d'avoir des patients sensibles en cabinet, parce qu'en général, ce sont des très bons candidats à la psychothérapie. Ils évoluent assez vite, ils sont assez réceptifs aux interventions thérapeutiques. En général, bien sûr, on n'est pas que sensible, il y a plein d'autres caractéristiques qui entrent en jeu, mais c'est plutôt quelque chose qui favorise la conduite d'une thérapie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va faire une thérapie si on est sensible? Si notre sensibilité, elle est vécue douloureusement, si on a une mauvaise image de soi en lien avec la sensibilité, si on a vécu des traumas autour de cette sensibilité, par exemple si on a été harcelé à l'école, qu'on a vécu des choses difficiles dans le milieu du travail, et puis, ou si notre rapport aux autres est difficile, si on a du mal à trouver notre place. Parce que ça peut être le cas, comme c'est une différence individuelle, comme d'autres différences, en fonction de la tolérance de l'environnement, du fait qu'on trouve des personnes éventuellement pareilles avec qui partager, on peut se sentir plus ou moins isolé. Et ça, c'est quelques étapes pour cheminer avec la haute sensibilité. Bon, tout d'abord, pour les personnes qui viennent consulter ou qui se trouvent débordées par leurs émotions, qui sont souvent en train de vivre des expériences de saturation ou de débordement, la première étape, ça va être déjà de pouvoir restaurer un sentiment de sécurité intérieure, c'est-à-dire d'apaiser le volcan et de pouvoir faire en sorte que le niveau de stimulation soit moins élevé. Et tout ça, ça passe d'abord par le fait de bien se connaître et d'identifier les situations qui sont sources de débordement émotionnel. Chez beaucoup de personnes sensibles, elles s'imposent des choses que les autres vont vivre de façon plus confortable. Pourquoi? Pour faire comme tout le monde, pour ne pas déranger, pour ne pas être embêtant. Ça va être aller voir ce film d'horreur au cinéma parce que tout le monde va le voir, ça va mettre dans un état d'inconfort épouvantable. Ça va être tout un tas comme ça de situations qui peuvent paraître anodines, mais que les personnes vont s'imposer pour ne pas déranger, pour faire comme tout le monde, pour être intégrées. Et puis parce qu'au fait, elles n'ont jamais appris à respecter aussi leurs besoins ou ce qu'elles pouvaient ressentir. Et ce faisant, elles vont s'exposer beaucoup plus à des risques d'hyperstimulation ou de débordement. Elles vont vivre leur sensibilité de façon plus inconfortable parce qu'elles ne connaissent pas bien leurs limites, pas bien leurs besoins, ou alors parce qu'elles ont du mal à les poser et à les affirmer. Et ça déjà, il y a un premier travail d'observation de soi à faire.
C'est-à-dire de bien repérer quand c'est trop, quand là éventuellement c'est quelque chose qui n'est pas confortable, qu'on n'aime pas, quand ce sont des phénomènes par exemple de contagion émotionnelle, quand l'émotion ne nous appartient pas mais appartient à quelqu'un d'autre, quand on peut être débordé. Et ça c'est dans une observation un petit peu minutieuse. Et ce que je peux proposer pour vous aider à bien visualiser ça, c'est qu'on a tous une zone dans laquelle le nombre de stimulations qu'on va recevoir va être acceptable, que je peux appeler une zone de stimulation optimale. C'est-à-dire, à l'intérieur de cette zone, c'est pas un point fixe, hein, c'est une zone qui peut varier en fonction de notre état de fatigue, en fonction de notre humeur, en fonction de plein de choses. Et là, ça va être OK. Voilà, on va être régulé et ça va être bien pour nous. Et puis, il y a un degré au-delà duquel, soit parce qu'elles sont trop nombreuses, soit parce qu'elles sont trop intenses, je vais être hyper stimulée. Et puis, on parlera un petit peu plus tard de la zone qui est en dessous. Et l'idée, c'est d'arriver à repérer et à rester le plus possible dans cette zone-là, en fait. Voilà. Où la vie est plus confortable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout éviter, parce qu'il y a des situations de la vie qu'on est bien obligé d'affronter. Par exemple, une réunion avec son patron ou un entretien qui peut être potentiellement délicat, on ne peut pas toujours se permettre de ne pas y aller. Mais il y a d'autres choses, comme aller voir un film d'horreur au cinéma, qu'on n'est pas obligé de faire. On a le droit de se dire, ça, finalement, c'est pas quelque chose qui me fait du bien, donc je ne le fais pas. Ça, c'est un outil pour identifier ses limites et respecter davantage ses besoins. Et ce faisant, ça ne veut pas dire qu'on va toujours rester dans une bulle protectrice, ça veut dire que la première chose, avant de pouvoir s'exposer, ça va être d'abord de retrouver une situation confortable à partir de laquelle on va pouvoir ensuite explorer et éventuellement faire d'autres expériences, mais d'abord de restaurer un sentiment de sécurité. Alors, il y en a pour qui ce travail-là, il est en chemin depuis longtemps et qui se connaissent plutôt bien, qui ont mené un travail un peu d'acceptation et pour qui ça ne va pas être, on va dire, le centre du travail. Pour cela, comme pour les autres, parce que ça, pour le coup, ça va concerner toutes les personnes sensibles, moi j'ai une attention particulière à la construction de soi chez les personnes qui ont une sensibilité élevée. Pourquoi ? Parce que la haute sensibilité, ça reste, dans le tout venant, au quotidien, une caractéristique qui n'est pas valorisée socialement. Ça veut dire que depuis petit, l'enfant il aura entendu « Ah, t'es trop sensible, tu te porniches tout le temps, t'es pénible ». Alors chez les petits garçons c'est encore pire, sois un homme, arrête de pleurer. C'est encore plus affreux. Au moins déjà on a un peu j'ai envie de dire, le droit de pleurer ou d'être un peu plus sensible, ça fait partie de la présentation. Mais alors chez les hommes sensibles, là, en termes de construction de soi, eux ils prennent encore à un niveau supérieur et à moins qu'ils soient dans une famille qui est parfaitement tolérante, bienveillante au niveau de la sensibilité, souvent c'est difficile et j'ai envie de dire plus ils sont de génération génération des parents ou des grands-parents, plus l'image de l'homme c'est vraiment l'image du roc et ça va aux antipodes de la question de la sensibilité. Donc ça, intégrer l'idée que de toute façon, même chez les patients sensibles qui peuvent être épanouis à l'heure actuelle, ils ont eu probablement un vécu ou une construction de soi qui n'a pas été simple et qui a dû faire face aussi à des représentations négatives au sujet de la sensibilité. Que ce soit les camarades de classe, que ce soit les parents, s'ils n'ont pas eu de chance et qui n'ont pas été tout à fait compris par leurs parents, ou que ce soit par les enseignants. Enfin, il y a plein d'occasions ou en entreprise pour lesquelles on peut se recevoir des commentaires négatifs. Moi, j'aime bien donner, il y a une affaire de culture aussi un petit peu là-dedans. Par exemple, je me souviens que dans un de ses discours, Barack Obama avait pleuré. Personne s'est fichu de sa poire. En tout cas, la plupart du monde a trouvé ça, on va dire, plutôt adapté et que l'émotion qu'il pouvait exprimer à ce moment-là était une émotion plutôt noble et qui était en accord effectivement avec ses valeurs, avec un certain nombre de choses. Alors, ça, je vous dis dans le monde anglo-saxon, évidemment. Alors, personne, probablement les opposants, mais globalement, en tout cas, il y a eu un regard positif. Vous imaginez un homme politique français dans un de ses discours se met à pleurer, je ne vous raconte pas les commentaires sur les réseaux sociaux ou les analyses des journalistes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une culture en lien avec la sensibilité égale faiblesse, avec expressivité de l'émotion égale vulnérabilité, qui est quand même très très forte, en fonction de la culture dans laquelle on évolue. Donc voilà, ça,
pensez à ça, voilà, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui n'est pas ok. À partir du moment où avoir une émotion en public, une émotion de type tristesse ou émotion, on va dire, de type, voilà, être touché par quelque chose, c'est pas ok. C'est que déjà on est dans des représentations sociales autour de l'émotion qui sont très coercitives, hein, qui ne laissent pas beaucoup de place à l'expressivité de soi. Alors en entreprise, je ne vous raconte pas, sinon à quel point la seule chose qu'on peut afficher, c'est une joie d'être là et d'être heureux de travailler avec le collectif. Hein, et c'est une joie impérative, ça fait intérêt à avoir le masque juste là, et c'est tout ce qui est tolérable. Donc ça, il y a vraiment des impératifs en termes d'expression émotionnelle dont on voit que la société dicte, voilà, un certain nombre de choses qui vont venir peser sur l'individu et encore plus sur l'individu sensible. Donc souvent, il y a une image de soi qui a été construite qui est plutôt en creux, voilà, en tout cas au début, ou s'ils ne sont pas explorés, et que là, nous, auquel on va devoir faire attention quand on est thérapeute, parce qu'on travaille aussi avec l'enfant qui a été la personne voilà, qui est là en face de nous, et donc qui a souvent ressenti aussi un sentiment de décalage, même si plus tard il va trouver des semblables, des façons de raisonner ou de faire avec sa sensibilité, de partager, il y aura eu très souvent au moment de sa vie, des instants de solitude, hein, voilà, plus ou moins longs, et des moments où il ressentit ce décalage ou cette différence. Excusez-moi, un creux, vous entendez un manque, c'est-à-dire voilà, qu'on se construit dans le manque, tu n'es pas assez fort. Alors il peut y avoir aussi dans l'histoire des personnes sensibles des traumas, comme chez tout le monde, alors avec une vigilance qui est que la sensibilité, quand elle est vue chez l'enfant, elle est rarement bien acceptée dans le groupe, et vous avez un certain nombre de patients qui ont des expériences de harcèlement en lien avec la sensibilité. Pourquoi ? Parce que c'est tellement plus facile et plus amusant d'aller toucher un enfant qui est plus réactif et plus sensible, et que donc ça va les rendre plus vulnérables à ce type d'expérience, sauf si bien sûr ils ont d'autres caractéristiques, ils sont bien intégrés socialement, ils savent se défendre au bout d'un moment, mais ils vont pouvoir être plus touchés, parce que tout simplement quand on appuie ça réagit. Donc c'est plus amusant. Voilà. La nature humaine étant ce qu'elle est, ça va les exposer davantage. Et ça, vous allez pouvoir le retrouver en entreprise. Parce que ces gens, j'ai envie de dire, les gens qui ont des profils et qui vont avoir tendance à harceler ou à aller chercher, il n'y en a pas que chez les enfants, vous allez en retrouver aussi dans tous les groupes sociaux, y compris quand on grandit. Donc également dans les entreprises. L'idée, c'est d'accompagner la personne à accepter la différence sans pour autant en faire une étiquette. C'est pour ça que moi, je suis assez vigilante par rapport aux conceptions catégorielles, c'est-à-dire où on dit, voilà, c'est une différence irréductible, vous êtes radicalement différent des autres, vous êtes solitaire, vous ne fonctionnez pas pareil, parce que ça peut être aussi isolant. Et que l'idée, c'est que oui, c'est une différence, mais c'est une différence de quantité, c'est une différence qui peut être partagée avec d'autres, et c'est aussi une différence qui peut être acceptée. C'est-à-dire on peut trouver sa place en étant quelqu'un de sensible parmi les autres, condition bien sûr qu'il y ait une forme de tolérance et d'ouverture dans le groupe. Et puis bon, il y a bien d'autres choses que la sensibilité, il y a plein d'autres particularités. Pour certains qui s'intéressent au haut potentiel, hein, notamment ça, c'est un des thèmes de prédilection. La haute sensibilité, c'est aussi une différence, et une autre caractéristique. Là, je parle de haut potentiel, c'est aussi une différence et une autre caractéristique, il peut y en avoir d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner vers une construction d'une image plus positive de soi en lien avec la sensibilité. Et puis la troisième étape, et ça souvent les gens au début quand ils viennent, ils regardent avec des grands yeux, l'idée c'est pas seulement d'accepter sa sensibilité, c'est aussi de faire avec et pour le meilleur, c'est-à-dire d'arriver à l'épanouir. Ça, il faut le temps pour comprendre, ou en tout cas saisir ce que ça peut vouloir dire. Bon, tout d'abord, si on revient sur l'idée que la sensibilité, c'est une variation individuelle, que la haute sensibilité, c'est une caractéristique qui, même si elle est rare, est quand même assez répandue dans la population, on peut se demander à quoi ça sert. Il y a un trait de plasticité, une grande sensibilité à l'environnement, ça pourrait être assez utile finalement. Dans des environnements où il va falloir être attentif aux détails, où il va falloir être particulièrement vigilant à ce qui se passe au niveau relationnel. On est une espèce sociale, on vit dans des environnements complexes, où nos interactions, elles ont aussi des enjeux adaptatifs, des enjeux pour la survie.
Donc, pouvoir avoir accès à ces informations-là, ça peut être une vraie richesse. De façon plus caricaturale, si vous aviez une sensibilité au détail et que, du coup, éventuellement, ça vous rend votre sommeil un peu plus léger, quand un tigre dans ça, dans ce faufile dans les herbes, vous allez peut-être être plus vigilant et puis vous alerter le groupe qui dort d'un sommeil profond à côté de vous. Donc il y a aussi des avantages à certaines caractéristiques. Alors bien sûr l'adaptation, savoir si c'est confortable, ça c'est pas son problème. Hein. La question c'est est-ce que ça vous aide à survivre, est-ce que ça peut être un avantage adaptatif dans certaines situations. Et on peut concevoir la sensibilité, la haute sensibilité, comme dans certains contextes, quelque chose qui va favoriser l'adaptation et la survie. À quel prix? Ça c'est un autre problème. Donc je vous parlais tout à l'heure de la subtilité, de la lucidité. Je reviens sur le monde de l'entreprise, de la jungle moderne. Avoir accès aux émotions dissimulées d'autrui, ça peut être vraiment quelque chose qui fait la différence dans le cadre de relations complexes. Ça peut amener à se protéger, ça peut amener à être vigilant à certains risques. Et puis, ça, quelque chose qui, je pense, c'est vraiment un avantage de la sensibilité élevée, c'est la manière dont les personnes sensibles peuvent entrer en relation avec eux. C'est-à-dire, quand il y a davantage de subtilité, de finesse dans la perception des relations, souvent, on a des liens qui sont plus profonds, plus subtils, qui amènent chacun à grandir davantage. Et ces relations-là, ce sont des vrais trésors. Et c'est des éléments aussi qui sont facteurs de résilience dans le parcours des gens sensibles. Et ce sont des richesses dont ils n'ont pas toujours conscience et qui est un des véritables trésors de la sensibilité. Alors ça peut aller des relations amicales jusqu'à l'intimité, bien sûr. Ça donne souvent des relations plus profondes, plus authentiques, avec un partage qui est plus profond et plus riche. Bon, les émotions ont énormément de pouvoir. Elles peuvent nous déranger, certes, mais elles sont aussi le siège de développement de compétences. Donc, si on développe ces compétences, la sensibilité, elle peut être aussi un atout dans le domaine des émotions. Et puis, je vais revenir un petit peu sur ça. On a parlé d'hyperstimulation. Je ne vous ai pas parlé un petit peu de... Comme je vous disais, l'idée c'est, quand on est sensible, de ne pas non plus s'enfermer dans une bulle protectrice où on ressentir rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas forcément facteur d'épanouissement et on peut s'étioler. C'est comme un compositeur de musique. S'il n'a que quelques airs de comptine à se mettre sous la danse, ça va être un peu léger. Et pour la sensibilité, ça va être pareil. La sensibilité, c'est aussi des besoins spécifiques. Des besoins de vigilance à l'environnement, mais ça va être aussi des compétences qu'il peut développer et un besoin de ressentir. Cette petite fleur là qui est penchée d'une certaine manière dans la lumière du matin et qui va pouvoir donner une émotion particulièrement forte, qui va être difficilement compréhensible par des personnes qui ne partagent pas la même sensibilité, mais qui sont des expériences assez uniques auxquelles seules les personnes sensibles ont accès. Et ça, ça va pouvoir être exploité dans différents domaines, et les domaines privilégiés, ça va être les domaines plutôt esthétiques et artistiques, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas encore d'activité créative ou en lien avec l'esthétisme, les arts, je vous invite à vous inscrire à un cours de dessin ou à un atelier de création musicale, pourquoi pas, ou d'écriture. Je plaisante, mais l'idée c'est de pouvoir exploiter la sensibilité dans un domaine où elle est une qualité. Et elle va pouvoir être aussi un facteur d'excellence. Et ça, quand on vient du monde littéraire dont je vous avais parlé au début, c'est quelque chose qui semble être une évidence, mais qui ne va pas de soi pour tout le monde, dans le monde dans lequel on vit. Alors je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer juste les couvertures des deux livres. Ça, c'est à gauche, c'est le tout petit, le premier, qui a été écrit, et puis le deuxième, c'est le grand. Voilà, si ça vous intéresse. Merci. Merci.